Salut à tous, bienvenue dans Andromag. Andromag, votre émission un lundi sur deux en direct sur Watch TV qui traite de toute l'actualité Android de la quinzaine passée. Alors avec moi ce soir, malheureusement pas de Marie. Marie est à New York pour un petit événement Acer, mais pour la remplacer, son confrère Greg. Salut Greg, comment tu vas ? Salut, oui je sais, je suis un peu moins sexy que Marie, mais... Alors je sais pas si on gagne ou si on perd au change. Je peux essayer de faire. Tu vas faire Marie ou j'ai un peu préparé mon rôle. Salut les garçons. Salut les garçons, voilà. Bon, en tout cas l'actualité est bien riche. Je suis content que tu sois là pour la commenter avec moi. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Ce que je te propose tout de suite, Grégory, c'est de passer tout de suite au sommaire de l'émission. Ok. Alors, ce soir, on vous dit tout sur le projet Google Ara de téléphone modulaire et sur le OnePlus One, ce smartphone low cost qui veut faire peur aux cadors du secteur. On vous emmènera ensuite à Berlin sur les traces de l'éditeur Kabam, à qui l'on doit les jeux Fast and Furious, Le Parrain et Le Hobbit. Enfin, après 2 semaines d'utilisation maintenant, il est grand temps de faire le bilan de ce HTC One M8, Greg. Ah. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses ? Voilà, c'est ce qu'on verra en fin d'émission. Ça, c'est le produit. Hein. Et oui, ouais. Allez, on entame le début, le premier sujet. C'est parti. Alors que sur Twitter, Marie, on te demande de te raser quand même parce que t'es pas très présentable aujourd'hui. Et puis de remettre ta perruque. Bon, ce que je te propose, Greg, c'est d'abord de commencer par ce sujet. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a été gâtés dans la dernière quinzaine, même dans les derniers 10 jours, parce qu'on avait beaucoup d'actualités Android. À commencer par une grosse surprise, enfin quelque chose qui était quand même un petit peu attendu, c'est ce fameux projet Ara. Oui, on pensait que c'était juste un petit délire, un concept. Voilà, que ça leur passerait. Mais non, ils y croient, ils continuent et ça se concrétise. Ouais, ça se concrétise. En fait, donc voilà. Alors, le projet Ara, on va déjà définir ce que c'est. C'est un téléphone modulaire, donc, comme je l'ai dit dans le sommaire. Alors, un téléphone modulaire, c'est un téléphone qu'on a un petit peu assemblé comme des Lego. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans la présentation, je vous propose déjà de découvrir une vidéo qui va tout de suite nous mettre dans le bain de ce produit. Écoutez, on va récupérer la vidéo tout de suite après. Ce que je te propose, Greg, c'est d'en parler. Donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on a eu une conférence le 16 avril. Et c'est une conférence qui n'était pas vraiment dédiée grand public. C'est une conférence qui était un petit peu pour exposer l'état des lieux sur ce projet, où est-ce qu'on en est d'un point de vue développement. On a eu affaire un petit peu à vraiment un prototype de ce projet, mais ça nous montre déjà on a une bonne perspective de ce produit et à quoi il est destiné. Donc en quoi ça consiste en fait ? Donc, alors, on va avoir un exosquelette autour duquel on va pouvoir insérer des modules de différentes tailles et de différentes fonctions, et chacun va un petit peu effectuer une fonction. On va avoir de la batterie, on va avoir du processeur, on va avoir de l'APN, un petit peu comme un Lego, et chacun va pouvoir composer donc son propre téléphone de façon personnalisée, un petit peu comme un gadget. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, est-ce que c'est sérieux, Greg ? Moi, je trouve ça un peu... Alors, en tant que geek, oui, bien sûr, c'est un truc qui peut que nous intéresser et nous passionner. Après, moi, je trouvais ça un peu contradictoire, a priori, parce que c'était le côté, on va faire un smartphone à partir de $50, alors que pour moi, vu le concept, c'est plutôt un smartphone qui va intéresser les geeks, donc qui sont prêts, eux, à casser leur tirelire. Donc, après, si ça devient réel, parce que je crois qu'ils ont même annoncé une date, Samy, je crois. Absolument, oui. On a en tout cas une année. On sait que ça va arriver en 2015.
L'année du rat, du chien, je sais pas, de la 2015, mais de façon industrielle, Ouais. façon industrielle. Et alors c'est vraiment étonnant parce que autour de ce projet, ce n'est pas que un smartphone, il y a vraiment tout qui est à construire, autour, toute une plateforme qui est à construire. Alors moi j'ai pris quelques notes. Alors déjà d'un point de vue, alors pourquoi Google se lance là-dedans, pourquoi le laboratoire de recherche et développement de Google a pu convaincre effectivement Google de se lancer là-dedans. Tout d'abord parce que le but du jeu c'est un petit peu de copier ce qu'ils ont fait sur Android, mais d'un point de vue hardware cette fois, en lançant en fait une plateforme open source, mais non plus open source pour du software, mais du open source un petit peu pour du matériel. Alors pourquoi open source? Parce que virtuellement, n'importe quel constructeur va pouvoir éventuellement proposer ses propres modules en respectant certaines spécifications, certains cahiers des charges, mais n'importe quel constructeur va pouvoir vendre des petits modules, éventuellement. Sony va vendre des capteurs photo, Samsung des processeurs, etc. Donc ça, c'est le premier but avoué. Ensuite, de quoi il s'agit pour l'utilisateur? Ça va être effectivement de personnaliser donc son expérience de façon à adapter son téléphone à ses besoins, parce qu'éventuellement, on a tous dans nos smartphones des fonctions qu'on n'utilise pas, Bien sûr. et puis d'autres qu'on voudrait voir plus mises en avant, hein, éventuellement. La date, donc, on l'a évoqué, c'est 2015, Ouais. et on a même une fourchette de prix. Donc la fourchette de prix qui est donnée par Google, c'est entre $50, Ouais. ce que tu as dit tout à l'heure, et $500. Donc d'une extrême à l'autre, on est soit dans la catégorie vraiment Ouais. entrée de gamme, avec des fonctions très basiques, ou alors on peut construire un téléphone qui nous ressemble, qui soit très haut de gamme, et qu'on peut venir éventuellement incrémenter petit à petit, hein, pourquoi pas, en rajoutant des composants. Oui, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir le customiser. Par exemple, un jour j'achète ce qu'il y a de mieux en photo, par exemple, on va dire un 16 mégapixels, et si 6 mois après il y a un 20 qui est disponible, je veux pouvoir l'acheter, enlever mon capteur 16 de départ et remettre ce nouveau capteur plus perfectionné. Donc, Exactement. c'est le côté évolutif. Est-ce que ça surfe aussi un peu sur la vague écologiste? C'est-à-dire, au lieu de jeter mon smartphone pour en acheter un autre, jeter entre guillemets, je vais Et pouvoir ça, le c'est faire un gros évoluer. problème. Ça, c'est un gros problème parce que ça pose la question de la durée de vie, Oui. hein, Grégory. Ouais. Et la durée de vie du projet ARA, de ce téléphone projet ARA, elle est de... alors voilà, la vidéo arrive enfin. Donc on a un petit peu voilà, on nous dit un téléphone, il y a plein de composants dedans, et le problème c'est qu'au bout d'un moment, il y a l'un de ces composants qui va craquer, et manque de peau, mais on va devoir remplacer tout le téléphone. Bien sûr. Hein, ça c'est donc d'un point de vue usage et longueur de vie, c'est aussi l'un des avantages de ce projet. Pourquoi tout jeter à la poubelle alors qu'il faudrait simplement jeter l'un des blocs? Alors là, ce qu'on voit là, c'est l'un des prototypes vraiment tout premiers, mais qui explique bien l'idée de base, avec des petits blocs qui viennent s'insérer à l'arrière du téléphone et chacun ayant sa propre fonction. Là, on voit le fameux exosquelette. Et dans un premier temps, donc on avait des connecteurs physiques, hein, comme tu le vois là, Ouais. qui viennent s'insérer à l'arrière du téléphone. Et tout ça se fixe avec deux petites vis. Aujourd'hui, ce qui est proposé en termes de connecteurs, c'est plutôt une liaison magnétique. Ouais. Hein, donc, comme le dit un petit peu, le disaient les développeurs Google pendant la conférence, il y a ce petit effet wow, hein, quand on insère un nouveau module, ça fait clic. Hein, ça Ouais. Et voilà, donc en fait, chaque personne va pouvoir mettre soit une grosse batterie, soit un téléphone, un capteur important. Et je crois qu'il y a plusieurs tailles de squelettes, Ouais. en fonction de la taille de l'écran, j'imagine, qui Ouais. détermine la chose. Ouais. C'est exactement ça. Donc alors, au niveau des tailles, on est entre 3 et 6 pouces. D'accord. Hein, donc ça balaye large, et forcément sur un téléphone 3 pouces, on va pas pouvoir mettre... Alors non seulement on est limité au niveau de la taille d'écran, mais en plus on va pas pouvoir mettre autant de composants que comme sur un téléphone 6 pouces. Donc le 6 pouces sera de toute façon plus haut de gamme que le 3 pouces. Ouais. À moins qu'il existe des cubes vides, Ouais. juste pour boucher les trous. Si on veut pas d'appareil photo, par exemple. Voilà, exactement. Alors, autre chose, non seulement Google va proposer cette architecture, mais ce qui va se passer en 2015, c'est que Google va carrément ouvrir un store sur lequel on va pouvoir non seulement acheter des modules pour venir un petit peu customiser son téléphone ARA. On ne sait pas si c'est le nom définitif de ce projet, hein, bien sûr. Non seulement donc on va pouvoir acheter des modules, mais on va pouvoir également, il y aura une sorte de market où on va pouvoir
échanger des modules ou les revendre ses propres modules quand on n'en a plus besoin. C'est l'idée c'est l'idée effectivement de upgrader son téléphone et de le garder tout en mettant à jour ses composants petit à petit. D'accord. C'est un petit peu ça l'idée. Alors Google derrière va récupérer une commission sur toutes ces transactions. C'est le même système qu'une appli, vraiment. C'est exactement le même système. Un marketplace avec. C'est le mot d'ailleurs qu'ils ont utilisé, c'est marketplace. Ouais. On va avoir toute une économie qui va se générer autour de ce concept. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg. Alors, tu disais tout à l'heure que pour toi, la cible, elle était plutôt geek. Le principe sur ce type de faire produit. évoluer son produit, Ouais. d'avoir toujours. Ça, on peut le voir du côté on va dire, haut de gamme, c'est-à-dire ça permet d'avoir toujours ce qui se fait de mieux Oui. en termes d'écran, d'appareil photo, de batterie. Et l'idée fait plutôt penser à quelque chose de geek. Ouais. Bon, après, je sais qu'il cible aussi un peu les pays émergents, avec peut-être des modèles à $50. Modèle d'entrée de gamme. Ouais. Mais je sais que ça me semble un peu compliqué pour un pays émergent. Enfin, c'est à voir. Autre interrogation, c'est sur le côté logiciel. Oui. On ne sait pas encore si c'est une version d'Android la même que sur les smartphones classiques, il me semble. En tout cas, ça sera de l'Android, ça on en est sûr. Ouais. Et Google a annoncé qu'une mise à jour interviendra en 2015 pour rendre Android l'OS compatible avec ce système avec la modularité, ce système de composants que je rajoute et que j'enlève. D'accord. Donc aujourd'hui, l'OS n'est pas prêt pour ça. Et ça sera bien un téléphone qui sera sous Android. Mais effectivement, est-ce que ça sera le même Android qui sera partout le même et qui gérera ses fonctionnalités, c'est ce qu'on va savoir dans les prochains mois. On sait pas tout encore. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tout dit là-dessus ? C'est vrai que Google veut aussi rendre ce téléphone le plus simple possible et casser cette image de téléphone geek. Casser cette image de... Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, moi je pense, sur le projet ARA. Je vais vous rappeler juste que si on est là aujourd'hui, donc c'est aussi grâce à nos partenaires qui sont Android France et Gizmodo.fr. Merci à eux d'être là, merci d'avoir relayé justement cette émission et de proposer sur leur site le viewer qui permet de regarder notre émission. Sinon, je vous donne rendez-vous également sur notre site, notre compte Twitter, @AndromagWatch, pour discuter du contenu de l'émission, de propositions, pour nous poser vos questions. Vous pouvez également participer au débat et commenter la nouvelle coupe de Marie via le mot dièse, donc le hashtag #Andromag. On a avec nous un mur de tweets et on va pouvoir prendre en compte vos interventions. Merci d'être là en tout cas. Alors on va passer au deuxième sujet, Greg. Il s'agit du OnePlus One. Alors c'est OnePlus plus loin One. 2, alors le 2. OnePlus One égale 2. OnePlus, donc alors ça aussi c'est un petit peu un sujet qui a fait le buzz. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me rappelle un peu Meizu, des produits qui buzzent sur le net en moins d'être disponibles. Et du coup c'est un peu étonnant de voir des produits qui n'existent pas physiquement en France, du moins, avoir autant de fans, autant d'animer les débats sur les groupes Facebook de geeks, sur Twitter. Alors que le produit, réellement, personne ne l'a touché encore en France. Ouais. Mais ça a bien buzzé, moi je trouve que ça a vraiment bien buzzé. Ah oui, c'est surprenant. Ils ont bien géré leur com. Et alors, on regarde ce que ça donne. Allons-y. C'est stylé, hein. Ils ont fait ça bien. Pas un ouvrier, c'est fabriqué par des robots tout propres. Ah non, mais t'as vu qu'on a un sympathique designer au début. Je sais pas si t'as compté le nombre de fois où on voit le logo Apple dans cette vidéo, mais c'est un petit fail quand même, parce que le produit, on va en parler, est censé être un iPhone killer, et un flagship killer d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'on voit au moins 4-5 fois le logo Apple pendant leur spot publicitaire. Les designers travaillent sur iMac. Alors les designers ont le droit de travailler sur des Mac, mais pas forcément de le montrer dans les spots de pub. Je suis pas sûr que dans les spots Samsung on voit beaucoup d'Apple. Non, ni dans les spots Apple d'ailleurs. On voit pas beaucoup de Samsung. Si, ils font des petits spots comparatifs chez Samsung quand ils vont à la sortie d'un Apple Store qui nargue. Alors, le OnePlus One. Alors, on essaie d'expliquer un petit peu. OnePlus, c'est le nom de la marque. Ouais. Et One, c'est a priori le tout premier smartphone de cette gamme, de cette marque. D'accord. Donc c'est un téléphone effectivement qui a fait beaucoup parler de lui. On en sait un petit peu plus aujourd'hui parce que la conférence a eu lieu. On nous a dévoilé ce produit et le produit est défini comme étant le flagship 2014 killer. C'est le téléphone qui va mettre à mal les cadors du secteur, donc les Sony Xperia Z2, les Samsung Galaxy S5, les HTC One M8. C'est ce téléphone-là. Et alors, comment ils vont le faire ? C'est via ses specs, via sa conception. Et alors, au niveau des specs, on a du costaud, Greg, ce qui a été annoncé. Donc, on est sur une diagonale de 5 pouces et demi. En Full HD 1080p, en écran IPS. Jusque-là, rien à dire. Au niveau du processeur, on a un quad-core Qualcomm Snapdragon 801. D'accord, donc en gros celui qu'on retrouve sur les trois flagships. C'est vraiment étonnant, qui est cadencé à 2,5 GHz. D'accord. Au niveau de la connectivité, on est sur de la 4G. C'est un téléphone 4G. Et au niveau du stockage, on a deux versions. On a une version 16 Go de base, je dirais, et une version 64 Go. Tout ça étant de la mémoire interne. Pas de micro SD. Pas de micro SD. En RAM, on a 3 Go de RAM. On a 3 Go de RAM, donc c'est un petit peu ce qui fait de mieux sur... c'est comme le Z2. Comme le Z2. Le Note 3 aussi. Oui, Note 3 aussi, ouais. Et au niveau de l'appareil photo, c'est un petit peu le nerf de la guerre parfois sur les téléphones de haut de gamme, on est sur un capteur 13 mégapixels fourni par Sony. C'est le Exmor deuxième génération. Et à l'avant, on a un capteur 5 mégapixels. Tout à fait honnête, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui, quoi. Pour les selfies. Pour les selfies, oui. Marie selfie, ouais. Pour... On l'embrasse. On l'embrasse. Hi. From New York. Espérons qu'elle améliore son accent. Je disais... Au niveau de la batterie, on est sur 3100 mAh. Et on a un téléphone qui est tout à fait... est très épuré. D'un point de vue design. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est un petit peu l'OS. Parce qu'il ne tourne pas sous Android pur, entre guillemets. Il ne tourne pas non plus sur une surcouche constructeur. Il tourne sous Cyanogen. D'accord. Alors, moi, je ne connais pas bien Cyanogen. Est-ce que tu connais En fait, c'est une version d'Android customisée, développée par des développeurs un peu indépendants et passionnés. Et passionnés, vraiment. Je pense c'est totalement gratuit comme version, c'est eux qui bossent. Alors au départ, c'était pour débloquer certaines fonctions, pour router pour faire ce qu'on veut un petit peu de son OS. Voilà. Et là, maintenant, ils franchissent un cap, ils deviennent presque fournisseurs d'OS. Oui, ça c'est un petit peu industrialisé. Un petit peu comme Unix ou comme les OS alternatifs. Ouais. Donc généralement c'est plutôt fluide, c'est plutôt très beau esthétiquement, et surtout ça permet de tout faire, d'avoir accès à toutes les couches de son système. D'accord. Donc, encore une cible assez geek. Donc ça veut dire des fonctionnalités en plus par rapport à l'Android de base, c'est ça ? Overclocké par exemple. D'accord. Par exemple. Alors au niveau des détails de la disponibilité de ce OnePlus, la conférence était vraiment ambitieuse parce que le lancement est planétaire, en plein pays en même temps, etc. Donc on n'a pas de date précise, mais on nous a dit Q2. D'accord. Q2 2014, et au niveau du prix, c'est très 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 agressif. En euros, ça donne 269 € pour la version 16 Go. Ouais. Et Q2. Ouais, Q2. Qu'est-ce que c'est Q2 ? Ah bah, je connaissais le premier semestre. Je vais te dire de qui, mais. Et au niveau celui qui est en 64 Go, celui-là serait à 299 €. Le prix moi m'étonne. Il est difficilement crédible. En gros, c'est le prix où on trouve le Meizu MX3 en Chine. Ouais. Et le prix a quasiment fait x2 en arrivant en France.
Ouais. Donc moi, s'ils arrivent à ce prix-là, c'est magique. Hein. Alors ce qui est magique, c'est justement les prix ont été annoncés en dollars. Donc on s'est dit, bon, ben, ils vont nous faire encore une conversion en euros à la hache, là, hein, ils vont multiplier par un petit facteur. Mais étonnamment, ils se sont engagés sur des prix en euros sur leur compte Twitter. Enfin, ils ont communiqué là-dessus. Donc les prix de 269 et 299 sont officiels. Donc c'est moitié prix. Et moi, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que on avait fait un dossier il y a deux émissions de ça sur les meilleurs téléphones 4G à moins de 300 euros. Et là. Et alors celui-là, il a tout cassé. On n'est plus du tout crédible. C'est le meilleur à moins de 300, à moins de 400, à moins de 500. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont appelé leur téléphone un flagship killer, parce que ils sont conscients du fait qu'il est dangereux vis-à-vis des constructeurs haut de gamme également, hein, qui peuvent venir gratter sur ce segment-là. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même finition en termes de fabrication, on n'a peut-être pas un dos qui est en verre ou qui est métallique, mais au niveau des spécifications, ça se défend pas mal. Ah bah c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, donc alors, je pense qu'on va attendre un petit peu de voir, mais ce qui m'étonne, c'est vraiment qu'ils sont très agressifs, ils ont vraiment l'air sûrs d'eux, et l'agressivité, ils l'ont mise dans les specs, l'agressivité, ils l'ont mise dans le prix. Et alors, je voudrais te montrer, Greg, comme ils ont mis l'agressivité au niveau de la communication également, parce que figure-toi que ces téléphones, tu peux aussi l'avoir pour $1. Oui. Alors, à condition de bien vouloir effectuer quelques sacrifices. Allez, je te propose de regarder une petite vidéo. Je mets... Voilà la machine qui va te permettre, moyennant $1, d'échanger ton téléphone pour un OnePlus One. D'accord. Alors, par contre, c'est un petit peu embêtant parce que le pauvre Samsung qu'on voit à l'écran là, il va mal finir. Il risque de mal finir. Alors d'abord, il va subir des petites radiations. Ah voilà, après, ils vont carrément le cramer. Il fonctionne toujours. Non. Voilà, et après, ils vont lui faire subir un choc thermique. C'est sadique, hein, comme traitement. Ouais. Et puis là, ils l'ont explosé. Voilà. Bah bravo. Voilà, adieu Samsung. Et voilà Et à la place, le OnePlus One. Alors, on voit bien qu'il est grand quand même. Hein. Ouais. C'est un 5,5 pouces. 5,5, ouais, c'est grand. Ouais. Alors, on va vous essayer de vous traduire en termes compréhensibles le spot qu'on vient de voir. Meizu propose un concours. Pas Meizu, hein. Pas Meizu, pardon, mais OnePlus propose une opération marketing qui vous permet d'avoir un OnePlus One à $1 à condition de détruire votre smartphone et de le faire via une vidéo. Donc, ne le faites pas tout de suite. Attendez un petit peu, parce qu'il faut tout d'abord aller sur le site de OnePlus, remplir un formulaire en ligne, et donc le poster, dire un petit peu dans quel pays on habite et quel est notre smartphone actuel. Et OnePlus va sélectionner 100 personnes qui pourront effectivement profiter de cette offre. Et ces 100 personnes devront donc détruire leur smartphone par n'importe quel moyen, filmer cette opération et puis la poster un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est marrant, ouais. Voilà. C'est super marrant. Voilà. Donc c'est agressif jusqu'au bout. C'est agressif jusqu'au bout. Derrière, on en sait un peu plus. C'est des Chinois des Taïwanais. Oui, c'est des Chinois. Ah, ouais. Alors, c'est des Chinois. Ce qu'on sait, c'est que le fondateur, le créateur de OnePlus est un ancien de Oppo. D'accord. Voilà. Mais les informations filtrent petit à petit. On n'en sait pas beaucoup plus actuellement. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ça risque un téléphone qui risque de faire parler de lui pendant cette année. Et puis surtout, moi je m'inquiète. Alors c'est peut-être un flagship killer éventuellement, mais c'est aussi pour moi un Nexus killer, parce que la gamme de Google qui était à bas prix, qui était très accessible, et risque d'être mise à mal par ce téléphone-là. Enfin, moi je pense au Nexus 5, sur lesquels un petit peu toutes ces specs sont inférieures à ce téléphone, et alors qu'il est à 349 ou 399 suivant la version. En plus, c'est du 16 ou 32 gigas, on n'est pas sur du 64 gigas. Donc clairement, entre un Nexus 5 et un OnePlus One,
Le il est pas prix en mal, tiens. lui-même, il est tout simplement imbattable. Bon, Mais on verra ce que ça donne. oui, on verra. Au courant de l'année. Eh ben écoute, Greg, je te propose de passer à une autre actu, une actu photo. Je sais que t'aimes bien ça. Ouais. On va parler de Nikon. On va parler de Nikon et de leur. C'est une surprise pour moi en tout cas, de leur tout nouveau compact sous Android. D'accord. Et c'est donc le Coolpix. Alors attention, accrochez-vous, c'est le Coolpix S810C. Qui est donc le successeur du S800C, qui est sorti il y a 2 ans. Et depuis, donc, qui n'avait pas eu forcément un succès fou, qui souffrait de problèmes surtout au niveau de la batterie. Moi j'avais testé à l'époque et c'est vrai qu'on pouvait difficilement faire une sortie photo avec une seule batterie, il fallait emmener des batteries sur soi. Cette fois on a donc une nouvelle itération qui arrive comme ça 2 ans plus tard. Moi j'étais vraiment étonné parce qu'on ne l'a pas vu venir. Et qui est plutôt convaincant dans les specs. Enfin, c'est beaucoup mieux. Hein. En tout cas, Nikon persiste sur la connectivité Wi-Fi. Alors, on est que sur du Wi-Fi. C'était également le cas il y a 2 ans. Et c'est également le cas, je crois, chez Samsung, Greg. Hein. Avec la caméra 2 qu'on a sur le plateau. Oui. Voilà, la Galaxy Caméra 2, qui, en passant de 1 à 2, perd la 3G. Ah. Voilà. Bah oui, c'est donc en fait, c'est le cas d'un petit peu tous les constructeurs. Voilà. Ok. Donc ils se sont dit finalement, c'est pas quelque chose qui est consommé. La photo, c'est pas quelque chose qui est forcément consommé à l'extérieur. On peut se permettre de prendre ses photos et puis une fois qu'on est en zone de couverture Wi-Fi, uploader ses images, etc. Exactement. Bon, ok. En tout cas, au niveau du prix, on est à 299. D'accord. Donc je pense qu'on est en dessous de la Galaxy Camera. Qui est à 400. Qui est à 400. On est un petit peu en dessous même au niveau de la taille et des specs. Donc on a un zoom optique. Et donc c'est là l'avantage d'utiliser peut-être un appareil photo au lieu de son téléphone. On a un zoom optique 12 fois. D'accord. L'objectif est de marque Nikkor, donc c'est vraiment c'est un objectif de qualité qui va être beaucoup plus grand. Donc on est sur un capteur qui est beaucoup plus grand que les capteurs des smartphones. Donc on va être sur quelque chose de plus lumineux. Même au niveau des ISO, on va pouvoir descendre plus bas. On a donc un grand angle de 25 mm qui est plutôt correct pour un compact. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va avoir à l'arrière un écran tactile cette fois. Donc on est vraiment sur un petit peu la même interface qu'un téléphone. On est sur un écran tactile de 3,7 pouces et qui a une résolution de 1 230 000 pixels environ. Et ce qui est étonnant, c'est que cet écran-là, c'est le plus défini, le plus détaillé de toute la gamme des compacts Nikon. D'accord. Donc c'est marrant qu'ils aient mis leur meilleur écran, entre guillemets, sur le compact Android. Voilà. Sinon, on a une stabilisation optique et électrique sur l'appareil photo, donc c'est plutôt pas mal. Et on a 1 Go de RAM, ce qui est le double du précédent. On a 4 Go de stockage interne, donc c'est bien, mais c'est en même temps pas beaucoup, 4 Go. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un port micro SD et Nikon fournit dans le pack une carte de 16 Go. D'accord. C'est cette carte, on peut mettre les photos et des applications. Comme un smartphone. Absolument, oui. J'ai joué un petit peu avec. Il a aussi un mode macro très puissant, puisqu'il peut prendre des photos jusqu'à 2 cm. D'accord. Donc c'est là-dessus qu'on voit un petit peu la différence par rapport à la même chose sur un téléphone. Donc c'est plus ou moins l'équivalent d'un compact à 200 €. Ouais. C'est un petit peu ça. Hein. Je pense qu'on n'est pas beaucoup plus cher qu'un compact. Classique. Et que pour les acheteurs, ça peut peut-être intéresser les gens qui achètent encore des compacts, d'avoir cette alternative-là. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné en le manipulant, c'est que dans le dos, on a effectivement un superbe écran. Par contre, on a encore des boutons physiques pour faire home, back, menu. Des petits boutons où il faut presser. C'est pas forcément idéal d'un point de vue fluidité de navigation. Mais je pense que voilà, l'essentiel est là. D'accord. Donc c'est un peu moins haut de gamme que la Samsung. Exactement. C'est ça. Voilà, qui a un écran plus grand. Ouais. Alors pour finir, Greg, alors c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans un peu plus d'1 mois, mais c'est la fête des pères. J'ai trouvé un petit truc sympa que je voulais vous montrer. Il s'agit d'une marque française. Française qui fait des étuis qui sont plutôt jolis. On a une vidéo qu'on peut regarder. Je croyais que c'était une marque suédoise vu le nom. Moi. Tu es déçu, je te sens déçu.
tu vois, Greg, donc c'est une marque d'étui. C'est une marque d'étui qui s'appelle Ostfold. Ostfold, avec un O barré, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Ostfold. Alors pourquoi c'est un nom bizarre comme ça? Parce que c'est d'inspiration scandinave. D'accord. Hein, et c'est inspiré du design scandinave des années 50 et 60 que tu connais bien sûr. Ah bah. Tu es un spécialiste du design. Le célèbre Grauensberg. Voilà, à tes souhaits. Donc voilà, c'est l'inspiration. Par contre, la conception est faite en France, la fabrication est faite en Pologne, entièrement à la main, comme on vient de le voir. Donc c'est des jolis matériaux. Enfin, c'est plutôt un produit qui est joli. Ça donne ça. On a une image de ce que ça peut donner. Alors on en parle aujourd'hui parce que c'est une marque qui s'était spécialisée un petit peu sur les iPhones, tout ce qui est iOS. Ils arrivent, en tout cas, ils ont des produits maintenant sur Android. On a notamment un petit peu tout ce qui est Samsung au niveau des téléphones et des tablettes. Et puis, on a aussi tout ce qui est Nexus 4, Nexus 15. C'est Nexus sur mesure. 5. C'est du sur mesure. C'est en tout cas, on choisit son étui suivant le téléphone. D'accord. Ou suivant la tablette. Au niveau des prix, on l'a compris, hein, c'est un petit peu haut de gamme. Et d'ailleurs, l'étui de la tablette est fourni avec un petit bloc-notes et puis un stylo pour rester un petit peu old school. Avec un étui pour l'étui, pour pas le salir. Et tout ça coûte, ça coûte 45 €, que ça soit pour le téléphone ou pour la tablette. C'est raisonnable. C'est plutôt raisonnable, surtout pour la tablette, surtout avec un petit stylo et puis... Vous avez compris, si madame écoute... C'est un message. C'est disponible en ligne sur le site de Ostfold. OSTFOLD, voilà. .fr. Bah, c'est joli en tout cas. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur toute l'actualité Android de la dernière quinzaine. Je te propose de faire une petite coupure, de revenir avec l'actualité logicielle, l'actualité du Play Store et un petit voyage à Berlin. Oh. Berlin. Bitte schön. Ja. Un jour, on fera cette émission en allemand. C'est pas pour aujourd'hui, hein, parce qu'il manque quelques bases. Personnellement, donc, je suis allé faire un petit tour du côté de Berlin à la découverte, parce que je ne connaissais pas de l'éditeur Kabam. Est-ce que tu connais Kabam? Je connaissais Kazam. Oui, oui, tout le monde connaît un petit peu Kazam, mais pas Kabam. Alors Kabam, figure-toi que c'est un éditeur, vraiment un gros éditeur. C'est même le leader en Occident. Quand on enlève la Corée du Sud, etc. C'est le leader en Occident des jeux sur terminaux mobiles qui sont en free-to-play. Tu sais, hein, ces jeux que tu payes pas avec des petits achats in-game, hein, comme on dit. Et c'est un éditeur qui a 750 salariés. Enfin, vraiment, Oui, c'est du gros. Voilà. C'est plutôt du gros truc. Et ils ont profité donc du Q10, c'est une espèce de convention où on retrouve des développeurs Android qui se mettent autour d'écran, qui comparent leurs jeux, qui partagent des idées. Donc voilà, en fait, c'est une espèce de rassemblement autour du développement de jeux sous Android qui a lieu à Berlin. Et donc, Berlin, superbe. J'avais noté sur mon agenda Covadis. Covadis 2015. Alors, j'ai pas eu de chance parce que, en fait, quand tu vas à Berlin, soit tu tombes côté est, soit tu tombes côté ouest. Moi, c'était côté est et je t'avoue que c'était très soviétique. Ah, il y avait des Ukrainiennes On a dit qu'on parlait pas de ça, Greg. Alors, non, l'ambiance n'était pas vraiment... Il y avait des trabanes. Non, mais au niveau de l'architecture, c'est carré, quoi. Hein. T'as vu la Französische Kirche? Non, c'est quoi? Son célèbre orgue. Ah, une église. Kirche, c'est église, c'est ça? Tu vois, j'ai trouvé. Non, alors tout ça pour... Alors pourquoi j'y suis allé? Parce que Kabam a décidé d'ouvrir des bureaux en Europe et a choisi pour ça la ville de Berlin. Au départ, c'est de quelle origine? C'est californien. Ils sont de San Francisco. Ils ont des bureaux un petit peu partout, enfin des développeurs au Canada, ils ont des développeurs à Vancouver au Canada, ils en ont à Pékin, ils en ont à San Francisco, et les bureaux européens ne sont pas là pour faire du développement, ils sont là pour vendre. Hein, il y a un petit peu des commerciaux dedans. Il y a aussi de la localisation, tu sais, ils traduisent des jeux, ils vont les traduire en français, ils vont les traduire en allemand. Alors on est là pour ça. Voilà. Alors j'ai profité donc de ce voyage pour faire une petite interview. J'ai interviewé donc le patron des studios de développement de Kabam, qui a bien voulu répondre à des questions concernant un petit peu l'actualité free-to-play, les jeux Android. Je te propose de découvrir ses réponses. Allons-y.
One of the things that Kabam believes strongly is you don't have permission to ask for people to pay inside your game unless the game is exceptional. And it has to deliver on not just the look and feel of the game, the quality of the fiction, the narrative, the universe, but also in terms of the moment-to-moment gameplay experience. So strategy gamers, they want a very specific type of gameplay, deep, rich, something that unlocks as you play deeper and deeper into the universe, into the game. And in those situations, we monetize along those lines. In a game like Fast and Furious 6, where we scaled basically for the first time ever, a game that was a licensed property to enormous heights, 40, 50 million installs in just a few months. We monetize in very different ways. It's much more casual. It's much more mass market. It's much more about helping people collect the cars that they've always wanted and then race and upgrade them to the next level. So at Kabam, we support a number of different devices, some of them Android, some of them iOS. We're incredibly excited about all of the developments on all fronts, but Android offers a number of unique opportunities. The reach of Android, especially within emerging markets, is phenomenal. And as we see with the next generation of devices on Android, they are just stepping from one generation to the next, and at a rate of change that is a little bit more frequent and different. That presents a challenge for game developers because we, as a company, always want to push the best gameplay experience possible, the highest fidelity possible, but then the range of devices on Android are quite broad. And so one of the areas where we've invested considerable resources over the last year and a half is in building front-end technology that allows us to scale a game from very low levels of quality all the way up to the very best devices that are hitting market today. Kabam, as a game company, has been around for 4 years, 8 years as a company overall. And in 4 years, we've gone from being 30 people to 800 with offices in nine locations. And our business has changed so much. We started doing Facebook games, HTML, PHP on the back end, and are now doing 3D games for Android and iOS that are as good as console last generation. So pulling 5 years out is hard for me to do. But what I can say with certainty is that we will be going where the market is, and we will push on business models that are different than what we're doing today. Écoute, c'est instructif, hein? Ouais. En fait, là, ça nous parle un petit peu du jeu, du développement de jeux sous Android. Ce que nous dit Andrew Shepard. Il parle bien allemand d'ailleurs. Et très sympa. Ouais. Non, alors il est californien, il est venu directement de San Francisco. Il est vraiment très, très accessible, c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils sont très pragmatiques. Ils ont commencé par faire des jeux sur Facebook, faire des jeux qui tournaient sous browser. Et puis petit à petit, voilà, Facebook. Ensuite, les développements mobiles, surtout sur iOS, parce que la difficulté, c'est effectivement sur Android, c'est de développer pour des tailles d'écran différentes, etc. Mais ils sont un petit peu obligés d'y aller aujourd'hui parce que c'est vrai que le free-to-play est très populaire sur Android. Tu sais, quand on est un petit peu plus frileux à payer ses jeux que sur iOS. Donc c'est un marché important. Et puis quand on lui demande comment vous faites pour gagner autant d'argent avec des jeux gratuits, en fait, voilà, il met en avant la qualité des jeux et puis le fait qu'ils font très attention justement à ça, parce que les gens n'ont envie de payer que quand c'est quelque chose de qualité, et puis quand ils ont envie d'aller un peu plus loin dans le jeu. Mais personnellement, je trouve ça très compliqué de monétiser sur des free-to-play, parce que on a tendance à jouer gratuitement et puis à pas forcément payer. Voilà, en tout cas, la société en elle-même est plutôt prospère, elle est profitable, et puis elle gagne à peu près 2 fois plus d'année en année. En fait, elle double son chiffre d'affaires et ses revenus d'année en année. Et on y était aussi pour toucher pour la première fois leur dernier jeu qui s'appelle Blast Zone, qui n'est pas encore sorti, et qui est assez sympa parce que c'est une espèce de Bomberman. Je sais pas si tu te rappelles de Bomberman, où on pouvait jouer sur un écran à 4, puis se balancer des bombes un peu pour éliminer ses adversaires. Donc c'est un petit peu le même principe qui est repris dans Blast Zone. C'est exactement pareil, sauf qu'on a des personnages qui sont customisables. On va acheter des nouveaux pouvoirs, des nouvelles capacités, des nouvelles tenues. Enfin, vraiment, ça va loin dans la personnalisation. Et ça s'appelle Blast Zone, mais c'est pas encore sorti. Ça va arriver quand, tu sais? C'est fin du premier semestre, très, très certainement. Et la particularité de Kabam aussi, c'est de se reposer, et je pense que c'est ça qui a fait très vite leur succès, c'est de se reposer sur des licences très connues. Need for Speed, j'ai entendu. Voilà, donc en fait, ils ont un jeu Need for Speed qui tout de suite attire la foule, hein, si tu veux. Ils ont un jeu qui s'appelle The Hobbit, donc, qui a la licence Seigneur des Anneaux.
et qui se déroule un peu autour d'un univers d'aventure, etc. Dans un McDrive, un truc. Et enfin, et puis ils avaient aussi leur tout premier jeu qui était The Grandfather, enfin le parrain. D'accord. Voilà, qui était autour de la licence Le Parrain. Voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose que des sociétés comme ça s'installent enfin en Europe. Nous en France, c'est vrai qu'on a Gameloft qui est plutôt un gros, mais qui est plutôt sur le secteur des jeux payants, comme on va le voir avec les actualités suivantes. D'ailleurs, je te propose de passer tout de suite au... Juste avant, Oui, je vais la faire parce attention. que la cabane au fond du jardin. Oh. C'est Tu veux une bien, guitare? hein. Ouais. Alors, et une moustache. Une guitare et une moustache. Allez. La cabane au fond de Berlin. Au fond de Berlin. Ah, pas mal, ça. Ah, ouais. Alors, le jeu suivant, là, je vais te parler gros jeu, là. Attention, c'est parti. Ça me parle de moi. Tu parles de Spider-Man, mon ça jeu te parle? Oui, je Ah, vois quand bien. même. Alors, Amazing Spider-Man 2, c'est le prochain film qui sort, Bientôt. si je dis pas de bêtises, cette semaine. Ouais. Voilà. Et bien sûr, donc on a une adaptation console qui est prévue. On regarde un peu les images? Allons-y. Attention. Hein, Want to make things ugly, but if you insist, Are you ready? you can't beat me. Ever been struck by lightning? Spider-Man. The city is getting rougher every day. Alors, c'est déjà disponible, figure-toi. Alors, par contre, attention. Comme tu vois, c'est un jeu qui est très ambitieux. C'est un jeu d'action à la troisième personne. Donc, jusqu'ici, pas de surprise. Hein, ça allait pas être un jeu d'échecs. Comme le film. Tout à fait. C'est un jeu développé par Gameloft. Gameloft, ok. Un éditeur français. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est alors au niveau de la taille, faites attention. Donc il pèse 1,2 giga. Voilà, assurez-vous d'avoir ça sur votre terminal parce qu'il est payant. Alors ça serait dommage de l'acheter. Et puis il est à 4,49. Ça va. Au niveau du prix, 4,49. Enfin moi je le conseille plutôt à ceux qui ont des terminaux un petit peu haut de gamme, un petit peu, parce que j'ai lu les commentaires sur le Play Store. Il y en a qui se plaignent de fluidité. Donc bon, il vient de sortir, alors il y aura peut-être des patchs, il y aura peut-être des correctifs. C'est vrai qu'on a souvent ça dans les premiers Version. jours, voilà, d'un soft. Mais enfin, ça a tout l'air d'un jeu qui tourne plutôt sur des tablettes ou sur des téléphones haut de gamme. Avec moins de 1 giga de RAM, par exemple. Parce que Ça a l'air dur. Ouais. Ouais. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur notre ami Spider-Man. Spider-Man. Peter Parker. Qui d'ailleurs, attends, ça se passe à New York. Hein. Oh, Manhattan même, je crois. Comme Marie. Quelle transition. Pourquoi? Il y a un prochain sujet sur Marie. Alors le sujet suivant concerne un autre jeu qui a fait beaucoup de bruit en 2012. Alors c'est un jeu qui est sorti sur PC, sur console en 2012, qui a raflé des jeux, des prix de jeux de l'année. Ça s'appelle XCOM Enemy Unknown. Et par rapport au précédent, alors tu vas voir que ça se voit pas forcément sur les images, mais c'est un jeu de stratégie. D'accord. Allez, je te propose de découvrir la bande-annonce. Ambitieux aussi, hein. Ça envoie, hein. Ouais. Alors, je m'excuse
auprès de nos, de nos viewers parce que nos amis de 2K Games, hein, qui est donc l'éditeur du jeu, n'a pas encore mis de trailer pour Android. Donc pour l'instant, on est obligé d'aller récupérer le trailer qu'il y avait à l'origine sur iOS. Parce que donc, le jeu est sorti en 2012. Il a eu pas mal de succès sur console, sur PC. En 2013, il a eu droit à une adaptation sur terminaux iOS. Et donc là, il arrive enfin un petit peu sur les terminaux Android. Donc l'histoire, t'as un petit peu deviné, hein, c'est que comme par hasard, donc on se fait encore envahir par une race extraterrestre. Et puis comme par hasard, ils sont tout le temps méchants. Et donc, les Américains les non sauvés. Voilà. Alors non, c'est un peu plus subtil que ça. Parce qu'il va falloir... donc c'est un jeu de stratégie, donc c'est pas très bourrin en fait. C'est les mêmes développeurs, pour te faire une petite idée, c'est les mêmes développeurs que ceux qui ont fait le jeu Civilization. Tu sais, le fameux jeu Civilization. C'est meilleur, ça. Super, hein. Ouais. Donc il va falloir un petit peu de la même façon construire une base. Dans ta base, tu vas choisir tes soldats, tu vas les faire monter en niveau, tu vas les équiper de mieux en mieux, tu vas dans ta base créer un laboratoire de recherche. Tu parles du projet ARA là, non? Tu crées ta base, tu achètes des modules. Aucun rapport avec Google. Voilà, tu vas découvrir des nouvelles armes. Ça rappelle aussi un peu Dune, un peu ce genre de jeu comme ça. Oui, un petit peu. Enfin là, c'est vraiment des... C'est pas des gros vers, hein. C'est des extraterrestres verts. C'est des petits vers. Et alors, par contre, c'est un peu cher. C'est un peu cher parce qu'il est... 162 €, je crois. Il est à 8,69. Il est à 8,69, donc en dollars, c'est une dizaine de dollars. Alors c'est par rapport aux autres jeux, du Play Store, c'est vrai que c'est peut-être un peu beaucoup. Par contre, bon, ça peut être sympa si vraiment il fonctionne bien. Je l'ai pas encore testé. Puis si on part en vacances et puis voilà que ça nous tient. Si la durée de vie est bonne. Voilà, si la durée de vie est bonne, ça peut être sympa. Et puis surtout qu'ils ont retranscrit le même jeu qu'il y avait sur console, sur PC, en adaptant les contrôles pour que voilà, ça soit bien adapté au tactile. Tablette et smartphone. Ouais, tablette et smartphone. Et là, il est dispo. Et celui-ci est dispo, tout à fait dispo depuis quelques jours. D'accord. Voilà un petit peu l'actualité du Play Store. On a parlé surtout de jeux aujourd'hui. Bizarre ça. C'est parce que Marie n'est pas là. Quand Marie n'est pas là, j'en profite. Quand tu es là, quand je suis là, on parle de jeu, et quand elle est là, on parle d'elle. Ça va chercher loin. C'est presque philosophique. Allez, je te propose d'entamer donc la dernière partie de l'émission. On va revenir en détail sur le HTC One M8. Allez, une dernière fois avant de parler d'autres terminaux. C'est parti. À tout de suite. Alors le M8, qu'est-ce que t'en as pensé, Greg? Vous l'avez déjà testé? Oui, j'ai déjà testé. Alors qu'est-ce que vous nous avez dit de beau dans Mobile Magazine? Alors, c'est déjà au niveau esthétique. Ouais. Waouh. Ça cartonne, hein? Ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Il est super. Et puis même en main. Hein. Oui, j'essaie de le montrer à l'antenne d'ailleurs. Il fait le ménage. Là, on voit bien en fait, en tout cas, sa texture métallique. Hein, et ça, c'est assez unique parce qu'on n'a pas, enfin, on n'en voit pas beaucoup des téléphones comme ça avec une texture métallique. Il y avait un moment, il y avait Toshiba qui faisait des tablettes qui étaient métalliques sur Asus, ça en a fait beaucoup aussi. Qui ça? Je crois que le Asus, le Padphone, était aussi un peu comme ça en métal. Alors. Oui, et même le Transformer Book était aussi métallique. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super parce que c'est un métal qui est en plus poli. Hein, donc, il dit s'il te plaît. On peut lui présenter sa maman parce qu'il. Ouais, donc tu disais, je t'ai coupé, tu disais donc d'un point de vue. Déjà, niveau design, ouais, c'est une tradition de toute façon chez HTC de faire de très très beaux produits. Sinon, bon, il y a autre gros point fort, son écran, qui est vraiment vraiment superbe. Les couleurs sont fidèles, il y a un blanc très pur et des super angles de vision. Le son, c'est autre qualité qu'on retrouve chez HTC. Oui, grâce aux deux enceintes, au Boom Sound, donc aux haut-parleurs qui sont sur la face avant du téléphone, et ça change tout. Ouais. Ils sont 25% je crois plus puissants que ceux de la génération précédente. Ouais. Ça, c'est vraiment superbe. Il est super puissant aussi. Hein, ça s'envole au niveau des benches. Alors moi je le trouve un peu grand et lourd. Parce que ce n'est qu'un 5 pouces finalement. Donc, mais qui est plus grand et plus lourd qu'un LG G2 qui est un 5,2.
D'accord. Sachant que ce n'est qu'un 5 pouces et que les boutons sont à l'écran. Donc en fait la surface d'affichage n'est pas énorme comparé à la génération précédente qui était en 4,7 pouces mais qui avait les boutons hors de l'écran. Mais voilà. D'accord. Voilà. Après il y a la question de l'appareil photo. Je pense que c'est là où on les attend en tournant. Oui, parce que Ultra Pixel, donc voilà. HTC continue sur sa technologie Ultra Pixel, qui avait déjà sur le HTC One premier du nom. Et là-dessus, donc ils n'ont pas forcément travaillé sur l'augmentation du nombre de pixels, mais ce qu'ils nous ont réservé comme surprise, c'est ce deuxième capteur. Donc c'est le seul téléphone sur lequel on va trouver 2 ouvertures à l'arrière, avec 2 capteurs différents. Il y en a un, c'est le plus gros, qui va s'occuper de la prise de l'image, c'est celui qui va prendre la photo, et celui au-dessus, en fait, il est là que pour calculer un petit peu la profondeur de champ. Il va calculer le positionnement des objets par rapport au téléphone. Tout simplement. Voilà. Et alors, à quoi ça sert ça ? Ça sert ensuite, par la suite, à proposer des fonctionnalités un petit peu originales sur ce téléphone, comme par exemple, il y a un mode qui va te recréer une petite 3D. Enfin, on va faire une petite démo un peu pour montrer tout ça. Alors moi, ce que je voulais dire sur ce téléphone, après l'avoir utilisé pendant 10-15 jours, c'est qu'effectivement, je suis absolument amoureux de son design. Il est superbe, vraiment, il est superbe, aussi bien au niveau de son apparence, on a parlé de la finition métallique, mais aussi de la finition, vraiment de la qualité de fabrication, il n'y a rien qui craque, il est, voilà, je pense qu'il est, vraiment on peut difficilement... Tu vas le jeter pour montrer comment il est solide. comme il rebondit, on peut difficilement critiquer son design ou ses matériaux. Rien à dire. Voilà, au niveau là, c'est du tout bon. L'autre très bonne surprise, et ça je m'y attendais pas, enfin c'est pas quelque chose que je m'attendais particulièrement, c'est au niveau de l'autonomie. Je le trouve très très bien au niveau de l'autonomie. Pour te donner une idée, moi alors je l'ai eu le premier week-end où je l'ai eu. Alors je l'ai utilisé, c'est ce que j'appelle une utilisation en mode week-end, c'est-à-dire que tu es un peu tout le temps chez toi en Wi-Fi, en zone de couverture Wi-Fi, et puis tu n'utilises pas forcément ton téléphone tout le temps. Donc ce week-end-là, il a duré 1 jour et 20 heures, enfin pratiquement 2 jours d'autonomie sans recharge. Et j'étais complètement bluffé. Alors j'ai mis une capture d'écran sur mon compte Twitter pour démontrer ça. Et ça m'a rappelé, d'un point de vue autonomie, les performances du LG G2, que moi j'avais beaucoup aimé, parce que vraiment pour l'autonomie, c'est une question importante. Et c'est très correct. Et alors même... sur une utilisation qui n'est pas forcément en mode week-end, quand tu es en mobilité, il tient la journée facilement. Donc, c'est beaucoup mieux que le premier One. Et bien, tu sais que moi, en plus, comme téléphone régulier, j'ai un HTC One Mini, et je dois le recharger 2-3 fois par jour. Heureusement que tu n'as pas un iPhone. Ah oui, ça serait pire, tu crois ? Oui, je pense. Bon, alors, l'autre, donc on a parlé des performances, parce qu'effectivement... c'est important sur un smartphone de haut de gamme aujourd'hui. Rappelons que son prix, il est à 679 euros. Donc il est vraiment, on le classe dans les hauts de gamme. C'est entre le S5 et le Z2 en prix. Voilà, c'est exactement ça. Et au niveau des performances, effectivement, il y a un gap entre moi, mon petit mini, et celui-là, c'est assez bluffant. Ça se voit d'ailleurs sur le bouton, tu sais qu'ils ont maintenant... alors je remercie HTC d'être rentré dans l'ordre au niveau des boutons en dessous de l'écran, parce que non seulement maintenant on a des boutons qui ne sont plus physiques, qui sont directement intégrés à l'écran, mais en plus voilà, on a des boutons classiques, arrière, accueil, et le bouton multitâche. Et alors sur le bouton, alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de gros processeurs, de puissance, tout ça, mais concrètement, oui. Ouais, alors tu vois, alors quand on sollicite le bouton multitâche, c'est vrai qu'on a une réponse immédiate. Et ça, on l'a aussi sur le Knock-On, parce que le simili Knock-On qu'on a sur le HTC One M8, c'est que ça, c'est une fonctionnalité qui est apparue au départ un petit peu sur les LG, sur le LG G2, et qu'on retrouve maintenant sur un petit peu tous les téléphones, parce que le HTC One M8 là, et le OnePlus One dont on a parlé tout à l'heure, là aussi. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette licence, en tout cas ça ne doit pas être quelque chose de déposé. Je vais faire une petite démo, donc en fait moi je le trouve très réactif. Quand on le tape sur l'écran, il s'allume immédiatement, et puis on peut l'éteindre de la même façon. Alors par contre j'ai une petite critique, c'est qu'une fois qu'on allume l'écran,
qu'on est sur son accueil, on peut plus l'éteindre comme sur le LG. D'accord. Alors que le LG, on peut tapoter n'importe quelle zone vide de l'écran, on va pouvoir l'éteindre. Là, c'est dommage, mais c'est Il faut pas. passer par le bouton pour l'éteindre. Voilà, faut passer par le bouton, c'est un peu D'accord. dommage. Donc, par contre, une fois que si on l'allume juste pour regarder ses notifications, ah ben là, il est en train de vibrer en même temps. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc voilà au niveau des performances. Et puis, ce que je voulais vous dire en dernier, c'est parler de la photo. Oui. Alors, moi, très sincèrement, je suis pas forcément à la recherche vraiment du nombre de pixels. Et ce que je trouve important sur ce téléphone, c'est ses performances en mode de basse luminosité. Et sur ce mode-là, moi, je trouve plutôt pas mal. Alors, on va passer en mode photo pour voir ce que ça donne. Alors, tout d'abord, juste pour vous le dire que quand on est en mode veille, il suffit de le mettre en position horizontale. Hein, quand on le met en position horizontale et qu'on appuie sur le bouton de volume, il y a l'appareil photo qui s'allume instantanément, en fait, qui comprend qu'on veut prendre une photo. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, on a beaucoup de choses qui sont gadgets, faut le dire. Toujours, c'est la Voilà, surenchère. on peut rajouter des fonctionnalités, enfin des moustaches, des gros yeux, enfin Des grosses quoi? des moustaches et des gros yeux. Ah. Tu peux agrandir tes yeux sur la photo. Ça, c'est un truc en Asie, ils sont vachement fans de ça. Mais il y a aussi des trucs sympas, notamment, tu sais que tu as cette fonctionnalité qui peut te créer des clips, des petits clips automatiques. Une fois que tu as fait une sortie photo, quand tu rentres à la maison, tu as un petit clip qui est créé avec un montage des photos. Voilà, ça c'est plutôt rigolo. Ça fait ça automatiquement. C'est des clips automatiques. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est la profondeur de champ. Ah, la fonction, ouais. Et ça c'est... Alors, non, je parle pas de la fonction, hein, je parle de... Quand tu prends une photo, d'accord. il y a la possibilité d'avoir une profondeur de champ quand même assez bluffante. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le M8 pour un petit peu fermer ce sujet, passer à autre chose. Dès la prochaine émission, je vous propose de faire un zoom sur Samsung, sur le S5 et sur les montres connectées. Greg, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bah oui, c'est très gentil. J'ai fait ce que j'ai pu. Pour remplacer Marie. Ouais. On fait un bisou à Marie. On vous embrasse tous. On vous remercie de nous regarder et de participer au débat via le hashtag #DiazAndromag. On vous dit à très bientôt dans 2 semaines et bonne journée. Salut.